Salut à toi et bienvenue sur cette formation sur ECMAScript 2018 et 2019. Alors, premièrement, on va revenir un peu sur ce qu'est ECMAScript. Alors, avant ECMAScript, on va parler de ECMA International. ECMA International, en fait, c'est une association qui est en charge de créer, de maintenir et de faire évoluer des standards informatiques. Donc ECMA, ça a été fondé, c'est assez vieux, ça a été fondé en 1961. Ils vont être garants des spécifications d'un tas de choses. Donc ça peut être des langages de programmation, par exemple comme C Sharp, ECMAScript, Dart. Ça peut être des standards sur de l'acoustique, ça peut être de la NFC. Ils ont tout un tas de trucs. Je vous mets tous les liens dans la description. Donc voilà, eux, leur job, c'est de créer des spécifications. Et chaque spécification a un nom de code qui va être composé de ECMA-une version. Alors par exemple, pour le langage C Sharp, pour ceux qui ont fait un peu de .NET, ça va être ECMA 334. Pour tout ce qui est interface NFC, donc ce qui est dans vos téléphones, Near Field Communication Protocol, ça va être la ECMA 370. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il se trouve que ECMAScript, c'est un standard qui permet d'implémenter JavaScript. Donc là, j'en viens maintenant à ECMA 262. En fait, c'est le standard qui contient toute la spécification d'ECMAScript. Et JavaScript est un langage qui implémente la spécification. Donc le lien entre les deux, il est le même que par exemple, si je prends l'exemple d'un clavier AZERTY, la norme AZERTY, ça va être un standard pour les claviers au même titre que QWERTY par exemple. Donc si vous voulez, AZERTY, QWERTY, c'est des ECMAScript, et JavaScript, c'est le clavier en lui-même. Donc voilà, je vous mettrai en pièce jointe la mind map pour que vous ayez toutes les informations. Pour schématiser un peu le truc, si vous implémentez un langage qui implémente toute la spécification d'ECMAScript, il y a de fortes chances pour qu'il ressemble à JavaScript. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Ok, donc maintenant on a un peu défini ce qu'était ECMAScript. Comment ça marche tout ça, comment il s'organise? Là on va parler d'un groupe de personnes qui s'appelle le TC39, donc TC39, pour Technical Committee. En fait, c'est un groupement de personnes qui est en charge de faire évoluer la spécification sur ECMAScript. Donc voilà, TC39, c'est un comité technique qui va être en charge de faire évoluer le langage. Vous pouvez faire des propositions, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un truc qui est assez ouvert. Comment ça marche? C'est que vous allez devoir vous rapprocher de ce qu'on appelle un champion. C'est une personne désignée par le comité qui peut accueillir entre guillemets une demande et vous aider à faire passer tout le process. Donc les demandes, ce qu'on appelle des proposals, les propositions, elles ont différents stages. Donc les différents stages, c'est les étapes les étapes du processus afin d'intégrer au final votre proposal dans la spécification finale. Donc le stage 0, c'est quand on a discuté un peu avec un champion, qu'on l'a présenté, que ça n'a pas encore été rejeté. Une fois que vous êtes en stage 0, à la prochaine session, où le TC39 décide de quelle feature va avancer, ils vont en discuter. Quand vous arrivez au stage 1, au niveau de la proposal, il faut que vous ayez une description de l'API de haut niveau, vous sachiez à quoi va répondre, quel problème vous allez résoudre. Il faut aussi que vous ayez un début de spécification. Donc là, c'est à ce moment-là que votre proposal a été sélectionné, le champion va s'en occuper et vous allez devoir pousser votre idée au maximum. Le stage 2, c'est le draft. Donc à ce moment-là, on a une première version quasi complète de la spécification elle-même. Stage 2, vous avez une première version de la spécification. Donc là, c'est un document qui explique concrètement comment fonctionne cette feature. Ok, et après ça, en fait, pour passer en stage 3, il faut que la spécification soit complète, donc il y ait tous les détails techniques. On a ce qu'on appelle des reviewers qui vont faire une review de la spécification. Et il faut que tous les éditeurs ECMAScript aient signé la spécification, comme quoi, entre guillemets, ils s'engagent à l'implémenter. Donc par éditeur, aujourd'hui, on comprend principalement les éditeurs de logiciels qui font des navigateurs. Donc Chrome, Microsoft, mais bon, maintenant c'est un peu Chromium aussi, donc c'est un peu pareil, Firefox et compagnie. Quand on est en stage 4, votre proposition est directement intégrée à la spécification ECMAScript. Il faut
que la spécification bien sûr soit complète, vous avez tous les tests techniques qui sont mis en place. Vous avez au minimum 2 implémentations sur des browsers différents qui sont déployés dans les dernières versions. Et bien sûr, vous avez des repos GitHub. Le GitHub du TC39, je vous le mettrai en lien dans la description. Vous avez toutes les propositions et il faut que toutes ces branches-là soient mergées. Bon, ça c'est plus une question de process. Je vais revenir à l'implémentation, le fait qu'il faut que 2 implémentations soient disponibles. C'est ce qui est arrivé par exemple pour WebSQL. C'était une petite base SQL dans votre browser. En fait, elle a été dépréciée et sortie de la spécification parce qu'il n'y avait qu'une seule implémentation. C'est-à-dire que si on n'a pas de browser majeur qui implémente la spécification, au bout d'un moment, elle sort du standard. Donc maintenant, si on parle un peu de moteur JavaScript, on a différents moteurs JavaScript qui implémentent plus ou moins à leur manière la spécification ECMAScript. Donc on va avoir V8 de Google, JavaScript Core côté WebKit ou Chakra de Microsoft. Et en fait, c'est pour ça qu'on a chaque entreprise qui crée son moteur, qui implémente entre guillemets de manière plus ou moins performante la spécification. La spécification, c'est vraiment un document qui dit voilà comment ça marche. Et à côté de ça, chaque éditeur de logiciel va implémenter sa version. Donc les standards sont plus ou moins respectés, mais globalement c'est toujours mieux qu'il y a 10 ans. Là, on va parler un peu des transpilers. Par transpiler, j'entends entre guillemets tout ce qui peut prendre du code d'un autre langage ou en JavaScript plus évolué et le transformer en JavaScript compatible avec tous les browsers actuellement. Donc par ça, je mets quand même dans cette case tous les langages fonctionnels, donc PureScript, ReasonML et compagnie, Helm, qui au final vont quand même générer du JavaScript pour que ça puisse tourner dans le browser. Je vais mettre les trucs un peu à l'ancienne comme CoffeeScript, qui est un superset de JavaScript avec une orientation un peu spécifique. Et un des plus connus, on a TypeScript aussi qui permet de compiler en JavaScript. Un des plus connus, ça va être Babel.js, et celui-là, je vais vous en parler un peu plus particulièrement pour la simple et bonne raison que le but de Babel.js à la base, c'est de vous proposer les fonctionnalités qui vont arriver dans votre navigateur directement et de les rendre compatibles avec les navigateurs legacy ou les navigateurs actuels. Donc Babel, il va prendre votre code ES6 7, 8, 9, 10 et va le transformer en code ES5 pour qu'il soit compatible avec les navigateurs. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Ce qui est très intéressant avec Babel, c'est qu'il vous permet d'utiliser des fonctionnalités qui ne sont pas en stage 3 ou 4. C'est-à-dire que vous allez avoir des fonctionnalités où il y a juste eu un draft. Eux, on vont implémenter une version intégrée dans Babel qui va recompiler en code ES5. Et ça vous permet d'utiliser des trucs assez intéressants. Par exemple, dans Babel 7.5, vous avez le pipeline operator. Je vous mettrai un exemple à l'écran. Vous avez en stage 4, par exemple, les dynamic imports qui sont utiles quand on veut faire du lazy loading de modules. Ça, c'est en stage 4, c'est pas encore totalement déployé dans tous les navigateurs, mais vous pouvez quand même l'utiliser grâce à Babel. Donc voilà, là on a parlé un peu des transpilers, maintenant on en vient à notre ECMAScript. Alors effectivement, on va couvrir 2018-2019. Si vous voulez tout le début depuis ES6, parce que finalement c'est depuis ES6 que ça devient vraiment intéressant, ce sera dans une autre formation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la release ECMAScript 6 en 2015 était beaucoup trop grosse. La précédente version ES5 datait de 2009 environ, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est arrivé à un truc vraiment, une release vraiment énorme, ça a perdu beaucoup de gens. Et donc depuis 2015, ils ont décidé de sortir une release par an. Donc nous, on va s'attarder sur la version 2018 et la version 2019. Donc je vous mettrai les liens dans la description, je vous mettrai le lien pour télécharger la mind map, histoire d'avoir un peu plus d'infos, et on va passer sur notre petit projet. Première chose qu'on va faire, on va installer Coca.js. Donc Coca.js, c'est une petite extension disponible sur VS Code, sur les IDE JetBrains, Sublime, Atom et compagnie. Ça vous permet d'exécuter en live du JavaScript et d'avoir sur la ligne directement, par exemple, là on le voit très bien, le résultat. Le projet que je vous ai créé, il est là. Vous allez juste avoir besoin d'installer les dépendances. Donc concrètement, vous faites un yarn,
yarn install ou npm install, vous avez tout ce qu'il faut. Le seul truc que vous aurez besoin, c'est d'installer Coca, mais ça, leur doc est très bien faite, il n'y a pas de souci avec ça. Donc concrètement, là je vous montre quand je suis sous code, même si moi je vais utiliser WebStorm pour leurs informations. Tout est installé, vous faites un commande Shift P je crois, voilà, et là vous tapez Coca et vous pourrez démarrer sur le fichier courant. Donc nous par exemple quand on va utiliser hop, un fichier, faudra à chaque fois démarrer Coca. Donc voilà, moi je vais passer sous WebStorm, mais globalement c'est exactement la même chose. On va avoir le même résultat. Alors, comment ça va se passer? Pour chaque exemple, vous avez un petit exemple de code qui est prédéfini, hein. Le but, c'était pas de faire du live coding, parce que toutes ces petites features sont tellement différentes que ce serait un peu débile si j'essayais de faire un énorme projet avec ça.